Bonjour à tous. Donc on va commencer la journée par cette 6e conférence plénière sur les légumineuses dans nos assiettes. Et il y a deux intervenants, Claire Mouquet et Daniel Thomé. Alors, juste pour introduire en nutrition humaine, on voit que les légumineuses font l'objet de recherches extrêmement actives. Alors en nutrition, je parle aussi élaboration de la qualité des aliments à base de légumineuses, tout ce qui touche au comportement des consommateurs, leur perception, leurs attitudes et la façon dont ils mangent. Et donc, on a un nombre depuis, 2 ans, l'année des légumineuses, un nombre de publications assez considérable dans le domaine de nutrition, diététique, comportement, avec à peu près 800 publications par an qui sortent dans ce domaine. Alors bien sûr, tout ça dans des grandes tendances actuelles de consommation qui sont tournées vers plus de végétal, mais c'est ce qu'on a demandé à nos intervenants aussi, c'est qu'il y a des différences entre les pays du Nord et les pays du Sud. Donc dans les pays du Sud, et le travail de Claire en particulier, on voit qu'on est toujours en transition dite de première génération, c'est-à-dire vers plus de protéines animales, alors que dans les pays du Nord, on est en transition dite de deuxième génération, c'est-à-dire qu'on se tourne vers plus de protéines végétales. Et l'idée, dans un regard d'impact environnemental, c'est d'inverser le ratio protéines animales sur protéines végétales. C'est-à-dire qu'actuellement, on consomme 2 fois plus de protéines animales que de protéines végétales. Et l'idée, c'est d'avoir l'inverse, 2 fois plus de protéines végétales et, par rapport aux protéines animales. Alors, donc, le comité scientifique a demandé à 2 experts du domaine, et je vais vous les présenter. Donc, il y a Daniel Thomé et Claire Mouquet. Donc Daniel Thomé est un nutritionniste de renom dans le domaine des protéines. Il est professeur à AgroParisTech et il a été directeur d'une unité qui s'appelle toujours d'ailleurs, même si tu as passé la main, qui s'appelle Physiologie de la nutrition et du comportement alimentaire, donc à Paris. C'est vraiment l'expert, j'allais dire national, mais mondial, donc sur la thématique besoin, qualité, métabolisme des protéines. Il est auteur de plus de 250 publications. Alors, il est titulaire des palmes académiques, mais comme on est un peu chauvin à l'INRA, il a eu les lauriers d'excellence donc à l'INRA en 2016. Donc c'est un scientifique référent en nutrition humaine et ce qui est intéressant, c'est qu'il apporte sa vision et toujours une nouvelle vision pour des recherches futures dans divers comités, alors nationaux à l'INRA, mais aussi au niveau européen et international. Il a même créé un laboratoire mixte international avec l'Inde, avec un labo indien. Et il est dans plusieurs aussi comités éditoriaux en nutrition. Bon, je vais arrêter sur son curriculum vitae parce que je vous invite à lire le document de presse qui a été fait à l'INRA parce qu'il fait beaucoup d'autres choses. Donc j'ai raccourci. Voilà. Et donc la deuxième intervenante, qui est Claire Mouquet, elle est chercheure à l'IRD dans une unité qui s'appelle NutriPass. Et ses travaux sont centrés sur les déterminants de la couverture des besoins nutritionnels chez les jeunes enfants, mais dans les pays du Sud en particulier. Elle travaille avec certains pays africains, donc Éthiopie, Burkina, Bénin maintenant, voilà, avec d'ailleurs Aurélien Brifas qui doit être dans la salle.
Et en fait, son objectif et son application, c'est vraiment de chercher des solutions à faible coût pour lutter contre la malnutrition, mais là, dans ce cas, souvent la sous-nutrition, en particulier chez des populations les plus vulnérables. Donc, si Daniel va parler, je pense, plus de protéines, donc on a demandé à Claire de parler plus de micronutriments, mais surtout dans un contexte, j'allais dire, de restriction alimentaire, de parler plus des facteurs antinutritionnels des légumineuses, ce qui a été évoqué hier, en l'occurrence au sujet des phytates, qui sont des chélateurs de fer et de zinc et qui sont indispensables pour la croissance des enfants. Alors, je vais les remercier tous les deux. Ce que je vous propose, c'est d'écouter successivement Daniel Thomé et Claire Mouquet. Et ensuite, on se réunira tous à la table et on prendra les questions. Donc, vous notez bien vos questions. Et j'appelle Daniel, à toi. Tu as à peu près 20 minutes, mais... Voilà. D'accord, ok. Merci, bonjour, merci Marie-Jo. Et bonjour à tout le monde. Et aussi, félicitations à Marie-Benoît pour cette organisation redoutable. À tel point que l'an dernier, quand j'ai été contacté pour faire cette conférence, c'était, je crois, au mois de juillet ou août, et je pensais que c'était pour octobre 2017, quoi. Pour moi, c'était inimaginable. Et donc, j'ai répondu, ah non, désolé, là, c'est dans pas longtemps, je suis pas libre. Elle m'a répondu, non, pas du tout, c'est en 2018. Je dis, bon, ben là, ça va. Voilà, donc en fait, je vais présenter un certain nombre de choses autour des légumineuses. Alors, je vais parler des protéines, mais pas que des protéines. D'une façon générale, on dit toujours faut un tiers, deux tiers entre les... Alors, en fait, les protéines en tant que telles, c'est pas, disons, c'est très important, c'est-à-dire puisque c'est des éléments, c'est des nutriments indispensables à la survie, on le sait. C'est sûrement l'élément nutritionnel le plus important en termes de survie dans les apports. Mais en fait, c'est pas les protéines. Ensuite, on les utilise comme biomarqueurs, quoi, en fait. C'est-à-dire, c'est des marqueurs de régime. Quand on dit des protéines végétales, ça veut dire des sources alimentaires végétales. Voilà, je pense que ce qu'il y a derrière. Alors, les protéines, les légumineuses, on en a parlé, ça inclut toute une série de sources végétales, d'aliments traditionnels. Au cours des exposés, on l'a bien vu. Alors, il faut savoir, c'est vrai que plus récemment, c'est des sources d'ingrédients développés par l'industrie. On peut avoir des protéines purifiées, des lipides, des fibres, tout un tas de composés phytochimiques, on en reparlera, qui intéressent un peu pour leurs propriétés pharmacologiques, on va dire. Ce sont des sources alimentaires qui restent insuffisamment consommées dans le monde. Il y a des fortes disparités dans les régions. La consommation des produits à base de légumineuses, donc c'est de l'ordre d'une centaine de grammes par jour, un peu plus en Asie, beaucoup moins en Amérique du Nord. En Europe, on est aussi comme l'Amérique du Nord, on en a largement parlé, une dizaine de grammes par jour, avec des disparités dans les régimes entre le pourtour de la Méditerranée, entre 8 et 20 grammes, et puis en Europe du Nord, beaucoup moins, de l'ordre de 5 grammes. Avec des pays qu'on consomme, tels que la Grèce, le Portugal, l'Espagne, qui sont les plus gros consommateurs en Europe. Donc les légumineuses, legumes en anglais, ça recoupe toute une série de composés. Vous connaissez ça sûrement même mieux que moi. Pour les gens qui s'intéressent à la nutrition, à l'alimentation, évidemment, il y a tout le groupe des légumes secs, qui sont une composante importante des possibilités de sources alimentaires. De l'autre côté, il y a les légumes consommés sous forme les haricots verts, etc. Comme ça. Et puis, intermédiaire, il y a évidemment ce qu'on met dans ce groupe des sources alimentaires plus riches en lipides. Il y a l'extraction de l'huile, évidemment, l'arachide, le soja. Quand on s'intéresse au problème des sources végétales, alors évidemment, il y a des questions posées qui sont importantes de façon récurrente.
On a dit la qualité des protéines, là c'est important, hein, quantité, qualité, particulièrement composition en acides aminés indispensables, digestibilité, etc. Il faut toujours aller voir ça. Et puis évidemment, un certain nombre de nutriments évidemment, qui sont vectorisés par ces éléments ou non. Et quand il y a beaucoup de sources végétales dans une alimentation, hein, ça pose éventuellement des problèmes. Un, sur la vitamine B12, puisqu'on ne la trouve que dans les tissus animaux. Et puis si, le fer, le calcium, le zinc. Le problème des certains acides gras polyinsaturés qu'on trouve que dans les huiles de poisson, hein, telles que le PA, le DHA, etc. Et puis évidemment, des réflexions qui montent en puissance maintenant depuis un certain nombre d'années, qui sont le rôle des alimentations et en particulier des sources végétales et en particulier des légumineuses dans la prévention des maladies chroniques. Bon, les légumineuses, c'est une source intéressante de protéines, ça a été redit. Hein, si on regarde rapidement sur le plan économique, bon, je pense que ça a été dit dans plusieurs exposés, sont des sources végétales qui ont des teneurs en protéines intéressantes. Hein. En pois sec, ça va de 20 jusqu'à 35-40% suivant les types de produits. Évidemment, avec toute la famille des haricots et des pois qui sont entre 20 et 25. Et puis évidemment, des sources telles que le lupin, le soja, qui sont beaucoup plus élevées, évidemment, qui sont des sources intéressantes. Bon, l'arachide aussi qui reste intéressante. Des interrogations, évidemment, sur la qualité de ces protéines, comme je disais au début, en relation avec leur composition en acides aminés et leur digestibilité. Alors, en acides aminés, globalement, on le sait, les sources végétales, hein, on le voit très bien ici, exprimées, vous voyez, en somme des 9 acides aminés en pourcent de la protéine totale. Les protéines végétales sont moins riches en ces 9 acides aminés indispensables que les protéines animales. Il faut savoir que depuis les années 70 à peu près, hein, au niveau des autorités internationales, on a décidé que la qualité des protéines est principalement déduite de leur capacité à fournir les 9 acides aminés indispensables. Donc c'est très important, hein, qui sont listés ici, tout le monde les connaît. On sait très bien qu'il y en a 2 qui sont très importants parce que il y a des risques de déficience selon les sources. C'est la lysine, évidemment le déficient des céréales, les soufrés qui sont plutôt les déficients en méthionine, cystéine des légumineuses. Bon, annexement, la tréonine et le tryptophane qui peuvent se poser des problèmes. Les autres, je dirais, on n'a pas beaucoup d'état d'âme, ils sont rarement déficients. Bon, ces 4-là qui sont particulièrement importants. Bon voilà, bon, c'est clair que... mais c'est pas obligatoirement un problème qu'il y en ait un peu moins. On peut dire à l'inverse que les sources animales, dans certains cas, sont un peu trop riches. Si on regarde la composition donc en acides aminés des protéines de légumineuses, vous voyez, c'est pas dramatique. Ici, on a différentes sources végétales de type légumineuse. Et puis, la première barre, c'est la protéine de référence FAO, c'est-à-dire c'est pour chaque acide aminé la composition qui, théoriquement, doit permettre de couvrir le besoin en acide aminé, la composition d'une protéine théorique qu'on a calculée et qu'on a réévaluée d'ailleurs assez récemment au niveau de la FAO. Là, on a eu plusieurs réunions pour en discuter. Bon, simplement, vous voyez que si on regarde les légumineuses, pour pratiquement tous, elles sont équivalentes ou au-dessus de cette teneur de référence de la protéine FAO, quoi. Alors évidemment, il y a ces fameux soufrés. Pour certaines sources, c'est un petit peu en dessous. Et bon, il faut essayer de combler ça. Donc c'est quand même des protéines globalement assez bien équilibrées en acides aminés indispensables, avec des variations selon les espèces et les variétés, mais ça devrait couvrir à peu près les besoins de l'espèce humaine. Alors évidemment, si on regarde plus précisément ces acides aminés qui posent problème pour certaines sources, bon, la lysine, on voit très bien. J'ai mis là en bleu les légumineuses et puis dans les autres végétales, il y a des céréales. Hein, par exemple, il y a le maïs, le blé, là, etc. On voit en effet que les sources de céréales sont déficientes, par exemple en méthionine, et que les légumineuses, par contre, sont assez riches, pas toujours aussi riches que les protéines animales, mais ça devrait aller. Et puis la méthionine, eh ben, c'est
Oui, la lysine, pardon, désolé. La lysine est riche dans les légumineuses et déficiente dans les céréales. Et puis c'est l'inverse, évidemment, pour les soufrés, la méthionine ici. Et à l'inverse, les céréales sont riches. Et donc, les pointillés correspondent à la protéine de référence FAO, à la teneur en lysine et en méthionine de la protéine de référence FAO. Donc on voit évidemment, l'idée c'est évidemment qu'il peut y avoir des compensations entre légumineuses et céréales, et si on les mélange de façon adaptée, on peut avoir un équilibre nutritionnel sur les acides aminés. Bon. Donc, conclusion sur les acides aminés indispensables, il n'y a pas non plus de catastrophe concernant les légumineuses. Elles sont relativement bien équilibrées en dehors des soufrés. La digestibilité des protéines, c'est un peu pareil. Par rapport aux protéines animales, on sait que les protéines animales, pour diverses raisons, ont en général une digestibilité assez élevée. En ce qui concerne les protéines végétales, j'ai mis à peu près les gammes de digestibilité qu'on trouve parce que c'est assez variable suivant la source, suivant le traitement, suivant la variété, etc. La digestibilité donc des sources végétales, on va varier pour des aliments courants entre 70 et 90%. Ça peut être beaucoup plus bas quand il y a beaucoup de fibres, etc. Mais c'est un peu particulier. Alors on sait que entre les protéines dans des produits assez purifiés ou concentrés et les protéines qui sont dans des matrices, des graines, des farines complexes, il y a des différences. Le fait que ça soit dans des matrices, la digestibilité est un peu réduite. Alors évidemment, du fait d'une résistance à la protéolyse, due en partie à la structure de certaines protéines, mais aussi à la présence de fibres, de composés, etc. Je pense que Claire en parlera, qui va diminuer la digestibilité. Alors si on regarde globalement les scores de qualité, on a calculé au niveau de la FAO depuis maintenant assez longtemps dans ce qu'on appelle les scores chimiques, où on compare donc l'acide aminé dans la protéine qu'on étudie au même acide aminé dans la protéine de référence que tout le monde connaît. Et évidemment, pour tous les acides et pour les 9 acides aminés indispensables, on établit ce ratio. Et le plus petit ratio est l'indice chimique de la protéine correspondante. En plus, ensuite, on corrige par la digestibilité, puisque évidemment 100% de l'acide aminé qu'on prend en compte ici n'est pas disponible, et on obtient ces fameux scores chimiques ou le PDK, traditionnellement maintenant le DIAS, mais en fait c'est à peu près la même chose, c'est une correction par la digestibilité. Ce qu'on voit évidemment, c'est que les protéines animales ont une qualité de 100%, c'est-à-dire elles sont capables de fournir tous les acides aminés indispensables en quantité qui satisfait besoin. Et puis d'autres protéines sont un peu plus basses. Les céréales sont à peu près à 50%. Ça veut dire, avec la limitation de leur teneur en lysine, ça plombe leur qualité nutritionnelle. Vous voyez, les protéines de légumineuses, la j'ai mis soja et pois, sont quand même assez proches de 100%. Ça va varier entre 90 et 100% suivant les produits. Donc, ils ont une qualité nutritionnelle assez bonne. Si on élargit donc les apports nutritionnels des légumineuses, alors on sait que c'est une composante importante pour divers nutriments dans plusieurs régions du monde. Si on regarde, c'est des sources de protéines, de glucides complexes, de fibres, des teneurs variables en lipides, mais évidemment, ce qui est intéressant, c'est que dans ces lipides, il y a certains acides gras polyinsaturés, donc on sait qu'ils sont importants pour la santé. Et puis, si on regarde plus largement, il y a toute une série de vitamines et de minéraux qu'on peut trouver dans les légumineuses et qui permettent de satisfaire des besoins. Donc, si on élargit, évidemment, on reprend ici ce que j'avais présenté sur les protéines. Évidemment, donc en général, la plupart des légumineuses ont des teneurs assez importantes en glucides, mais c'est de l'amidon, dont de l'amidon résistant qui nous intéresse en termes d'indice glycémique. Et puis évidemment, il y a des sources dans lesquelles la teneur en amidon est plus faible, avec une augmentation des lipides et des protéines ou des lipides. On voit évidemment, quand les lipides commencent à augmenter, évidemment, les polyinsaturés augmentent. Alors c'est intéressant, évidemment, comme source de polyinsaturés, et on voit très bien qu'il y a une bonne corrélation entre les deux. Voilà.
Alors, il y a évidemment ce qui nous intéresse en général, c'est de regarder quand on consomme une certaine quantité d'une source alimentaire, quelle qu'elle soit, quelle est sa part dans la couverture des besoins. Donc là, bon, j'ai repris un certain nombre de calculs qu'on a fait aussi par ailleurs dans cette revue assez récente qui regarde la part de légumineuses dans la couverture des besoins en considérant que les individus dans leur régime consomment 100 grammes de légumineuses cuites, évidemment, c'est ça qui nous intéresse. Bon, voilà, on regarde, vous voyez, donc sur les protéines, j'en ai parlé, mais ça va représenter entre 15 et 20%, c'est quand même pas négligeable. Les fibres, entre 19 et 30%. Les folates, alors ça, c'est important, vous voyez, peut-être 30% des folates peuvent être des besoins en folates peuvent être couverts. Le magnésium, le phosphore, le potassium. C'est-à-dire qu'on peut considérer que 100 grammes de légumineuses cuites dans l'alimentation, ce qui n'est pas infaisable évidemment, couvre déjà quand même de façon quantitative un certain nombre de besoins nutritionnels, évidemment, à côté d'autres sources. Alors j'ai un peu élargi pour montrer d'autres composés qui peuvent nous intéresser, mais enfin bon, on pourra revenir au cours de la discussion. Bon, ici, j'ai calculé, évidemment, toujours en considérant 100 grammes de légumineuses cuites, le taux de couverture des besoins d'un certain nombre de nutriments, bon, les mêmes que tout à l'heure, bon, les protéines, les lipides. Vous voyez que bon, les fibres c'est important, le calcium on en parle évidemment, mais là c'est pas très élevé en termes de couverture. Le fer c'est pas si mal. Alors ça c'est une grosse discussion. Bon, je pense que Claire en parlera un peu. Bon, c'est vrai que la disponibilité du fer dans beaucoup de sources végétales est moins importante évidemment que dans les produits animaux, mais ensuite il suffit d'en consommer plus. Enfin bon, on pourra en reparler. Hein. On sait qu'en général, dans les recommandations qu'on fait au niveau de la FAO pour les différents pays, on tient compte de ça et on recommande des apports en fer qui tiennent compte de la biodisponibilité du fer. En France, on sait par exemple qu'elle est élevée. En Inde, par exemple, on considère qu'il faut qu'ils consomment, comme il y a beaucoup de sources végétales, à peu près 3 à 4 fois plus de fer quantitativement que les recommandations qu'on a en France. Bon, vous voyez par exemple ici sur la niacine, on est sur des taux de couverture des besoins qui sont sur les folates par contre, et on est sur des taux de couverture des besoins qui sont assez importants, etc. Voilà, donc globalement, contribution des légumineuses aux apports nutritionnels, contribution non négligeable pour une série de macro et micronutriments, protéines, fibres, folates, fer, magnésium. Les protéines, plus faible teneur en acides aminés indispensables, plus faible digestibilité comparée aux protéines animales, mais qualité élevée, aux alentours de 90%, donc on considère ça tout à fait satisfaisant. Un point spécial, évidemment, le calcium, le fer et le zinc. Les sources végétales peuvent contribuer à leur apport, c'est important, mais la disponibilité est éliminée par la présence de certains composés. Le problème des lipides et des acides gras polyinsaturés, hein, les légumineuses peuvent être une source d'acides gras polyinsaturés, notamment l'alpha-linolénique, ALA. Et par contre, évidemment, il y a, comme je disais au début, il n'y a pas l'EPA et la DHA, hein, qui sont très importants, on le sait, dans le développement du système nerveux, du cerveau, etc., particulièrement chez l'enfant. Mais ils ne sont pas strictement indispensables, c'est-à-dire que l'organisme humain est capable de faire les élongations nécessaires à partir de l'acide alpha-linolénique. Donc ça veut dire que, bon, alors c'est pas toujours optimum, mais c'est mieux de les avoir dans l'alimentation. Enfin bon, c'est des sources intéressantes des précurseurs. Et puis bon, alors reste le problème de la vitamine B12, hein, qu'on trouve uniquement dans les tissus animaux, reste un nutriment qu'il faut surveiller. Pour terminer, évidemment, comme je disais, il y a de plus en plus d'intérêt, disons, sur des approches plus globales épidémiologiques, sur le problème des composants susceptibles d'intervenir dans la prévention des risques, et en particulier, évidemment, les légumineuses. Et là, on ne s'intéresse pas à des éléments particuliers. On dit quand on augmente la quantité d'une source alimentaire, bon, dans ce cas, les légumineuses, est-ce que globalement sur une population, évidemment dans des études de cohorte, qui sont les études qui ont la puissance la plus forte, hein, avec des possibilités de relations causales, est-ce que ça va réduire des facteurs de risque, de mortalité et d'un certain nombre de pathologies. Alors c'est pas récent, hein, dès 90, hein, l'OMS recommande de consommer 30 grammes par jour de légumineuses et de graines par habitant dans le cadre de la prévention des pathologies chroniques et métaboliques. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Évidemment, oui, il y a des teneurs élevées
en glucides complexes, qui nous intéressent sur le plan du contrôle glycémique. Il y a les fibres, pareil, qui vont être associées à des réponses glycémiques et des profils lipidiques sériques améliorés. Bon, ça, sur le plan expérimental, c'est démontré. Alors, il y a ce problème des acides gras polyinsaturés, selon les sources, des teneurs de 2 à 20% de lipides, avec une teneur pouvant être élevée en insaturés, alpha-linoléiques, alpha-linoléniques, et en monoinsaturés, qui sont assez intéressants. Bien, il faut un équilibre entre ces différents, mais on sait que dans des populations occidentales, on est souvent limite et un peu carencé. Et puis évidemment, il y a tout ce domaine des composés phytochimiques sur lequel il y a beaucoup de discussions. Des composés qui, à l'origine, étaient tous considérés comme indésirables. Et puis maintenant, on commence à se dire, mais c'est un peu des composés avec des actions pharmacologiques. On parle des isoflavones, etc. Ces composés qui ont des effets qui peuvent être, dans certains cas, intéressants. Alors, si on regarde actuellement, bon, il y a 2 revues là que j'ai repris un peu, qui résument un peu ce qu'on dit. Vous voyez, si on regarde ce qui est dit sur un certain nombre de composants des légumineuses, métabolisme des lipides, diabète, obésité, maladies cardiovasculaires, activité antioxydante, par exemple, qui peut jouer aussi dans les maladies neurodégénératives. Bon, voilà, on va retrouver un certain nombre de composés qui sont régulièrement cités comme des agents qui peuvent expliquer des effets de consommation de légumineuses sur ces paramètres liés à des pathologies chroniques. Voilà. On pourrait encore discuter, on retrouve les phytostérols, les isoflavones, les saponines, etc., par différents mécanismes. Alors après, il y a beaucoup d'études qui essayent de montrer, évidemment, comment, lorsqu'on augmente, par exemple, certaines légumineuses, là du soja ou le chickpea, comment ça joue sur des tissus cibles qui nous intéressent, évidemment, en termes physiopathologiques. Alors évidemment, qui va être l'intestin, le foie, le muscle, le tissu adipeux et le cerveau. Bon, par exemple, on observe qu'il y a des effets ici sur des transporteurs de glucides, sur les récepteurs aux acides gras, les PIPAR, sur le métabolisme de lipides, les hormones de contrôle de l'adiposité, l'adiponectine, la leptine, etc., etc. Bon, vous voyez, on commence à avoir des relations de mécanismes qui vont dire, il semble bien que quand il y a beaucoup de phytostérol, quand il y a beaucoup de saponine, on observe que ça va agir sur des tissus cibles et aller, alors dans un sens, là, ce qui nous intéresse, évidemment, positif, évidemment, avec tous les travaux actuellement de ces composés, dont certains ne sont pas très digestibles, sur la flore de l'intestin et des relais indirects sur des effets sur l'autre. Voilà, alors juste quelques études récentes. Par exemple, si on regarde donc un papier qui a maintenant 4 ans, qui a été assez discuté, c'est l'effet des légumineuses sur le cholestérol. Ils ont fait une méta-analyse sur toutes les études qui ont regardé l'effet de la consommation de légumineuses sur le cholestérol. Alors, ce qui est intéressant, il y a un effet statistiquement positif de baisse du cholestérol. Bon, évidemment, c'est intéressant puisque c'est un marqueur validé du risque cardiovasculaire. Réduction modeste, 0,17 millimoles par litre. Et puis, évidemment, problème, comme souvent dans ce genre d'études, grande hétérogénéité des résultats. Mais enfin bon, c'est quand même intéressant. Une étude plus récente ici sur les effets de la consommation donc de légumes secs, de légumineuses sur le poids, évidemment avec dans les régimes amaigrissants. De même, revue systématique et méta-analyse. Ici, donc, sur des sujets en bilan énergétique négatif, donc, qui sont en régime, en gros, mais évidemment, par rapport à un contrôle avec peu de légumineuses dans l'alimentation, vous voyez qu'il y a un effet statistique. Et là, sur des sujets qui ne sont pas en régime restreint, de même, on obtient un effet statistique de l'augmentation des régimes sur la perte de poids. C'est des sujets donc qui ne sont pas en régime restreint, mais évidemment qui suivent un régime contrôle et un régime enrichi en légumineuses. Et puis la somme de toutes les études, que ça soit restreint ou pas, on voit aussi qu'on a un effet statistique favorable à la présence de légumineuses dans l'alimentation.
Alors plus largement, évidemment, sur les pathologies cardiovasculaires, il y a beaucoup d'études qui s'intéressent à la quantité de protéines végétales dans l'alimentation. Bon, ça, donc, c'est pas spécifiquement des légumineuses, mais quand on veut augmenter les protéines végétales, on augmente quand même, si on regarde dans le détail, pas mal les légumineuses. Là, dans des études, évidemment, qui intéressent en premier lieu les physiopathologistes sur les différents composants du cholestérol. Hein, voilà. Et ce qu'on voit, c'est que, donc, cette méta-analyse des études, bon, qui est assez récente, hein, 2017, vous voyez que il y a un effet de diminution du risque et positif donc sur les effets sur ces biomarqueurs de risque cardiovasculaire par l'augmentation de protéines végétales, mais comme je vous dis, c'est pas vraiment les protéines végétales, les protéines qui sont marqueurs de l'alimentation riche en sources végétales. Voilà donc. Mes conclusions actuellement, évidemment, ça reste quand même pas assez solide du point de vue statistique. Et puis, évidemment, comme toujours, lorsqu'on veut traduire dans des recommandations, il nous faut des relations causales, quoi. On va pas, l'OMS ne va pas dire, on observe quelque chose, on n'a pas eu le début d'une idée du mécanisme sous-jacent et pour recommander. Donc, il faut quand même des mécanismes et il faut des relations causales. Donc, actuellement, bon, là, j'ai repris le repère PNNS, voyez, 2017. Il est recommandé au moins 2 fois par semaine des légumineuses, mais si on regarde évidemment des relations qui rentrent dans des recommandations plus précises sur des pathologies, bon, j'ai pris le diabète, les maladies cardiovasculaires et des maladies neurodégénératives, pour l'instant, les légumineuses sont dans la case démonstration insuffisante. Mais bon, voilà, c'est les recherches qui sont en cours actuellement. Il y a un certain nombre de cohortes qui travaillent sur cette question. Donc, conclusion, les légumineuses restent insuffisamment consommées, c'est dit. Les protéines de légumineuses sont de bonne qualité, avec une légère faiblesse en acides aminés soufrés. La biodisponibilité est bonne, mais variable selon la matrice. La qualité est supérieure aux céréales et aux fruits à coque. Les légumineuses peuvent contribuer efficacement aux apports nutritionnels. Hein, on a vu, riches en protéines, en fibres, en glucides complexes, en vitamines, minéraux pour certains, variables en lipides et acides gras polyinsaturés. Des limites dues à la présence de composés qui peuvent perturber la biodisponibilité, et puis évidemment des effets prometteurs pour la prévention de maladies chroniques, mais les démonstrations restent peu nombreuses et insuffisantes et vont nécessiter des recherches dans l'avenir. Voilà, merci. Merci Daniel pour cette belle introduction sur les légumineuses en nutrition humaine. Je vais appeler tout de suite Claire et on passera aux questions après. Merci. Bonjour à tous. Donc moi je voudrais remercier aussi Marie Benoît de m'avoir invité à faire cette conférence aujourd'hui. Et puis je suis ravie de la faire donc en binôme avec le professeur Daniel Thomé. Donc je vais essayer il y aura sans doute quelques petites redondances avec l'exposé précédent, mais vous allez voir que l'angle d'approche est quand même assez différent. Donc excusez-moi par avance pour les redites. Et puis il y aura aussi quand même des choses un peu nouvelles. Alors donc du coup pour reprendre un peu les légumineuses, donc ce sont sur le plan botanique, ce sont les plantes de la famille des Fabacées. Pardon. Avec des formes de plantes assez diverses, des plantes herbacées, des arbustes, des arbres. Et on peut consommer vraiment des parties très différentes de ces Fabacées. Donc des graines, bien sûr. Donc on va se concentrer là-dessus aujourd'hui. Mais par exemple sur le niébé, on consomme également les feuilles dans certains pays. Le rooibos, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un produit largement consommé pour faire des boissons de type tisane en Afrique du Sud. C'est également de la famille des légumineuses. Le néré, qui est la gousse un peu jaune que vous voyez ici, c'est Parkia biglobosa en latin. C'est largement utilisé aussi. Alors en fait, la graine est utilisée, on la voit pas là, parce qu'elle est enchâssée dans la pulpe jaune. Mais la pulpe jaune de la gousse est également consommée. C'est un produit sucré, un petit peu comme un bonbon, dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne. Le tamarin aussi fait partie de la famille des légumineuses. Et là, on consomme aussi la pulpe de la gousse.
Et puis enfin le réglisse, là on consomme, en fait ce sont les racines qui sont utilisées pour la consommation. Donc voilà, des choses un peu variées. Mais nous, bien sûr, nous allons nous concentrer sur les graines dont on voit qu'elles ont des formes, des couleurs très variées et des tailles très variées également. Alors, au sens donc de l'alimentation ou de la nutrition, les légumineuses quand même, c'est les graines toujours. Hein. Et donc souvent, il y a des petites confusions, comme l'a présenté Daniel tout à l'heure, au sens strict de légumes secs. Donc, ce sont les graines matures et sèches, à l'exclusion donc des graines fraîches ou vertes de type petits pois, haricots verts ou fèves fraîches. Et on exclut souvent aussi l'arachide et le soja, mais le soja pas toujours. Donc, des fois, ça fait un petit peu des confusions. Donc, ce groupe des légumes secs, donc au sens strict, c'est un groupe alimentaire qui est souvent pris en compte dans le calcul de score de diversité alimentaire pour évaluer la qualité de l'alimentation. Et par exemple, le score qui s'appelle le MDDW, Minimal Diet Diversity for Women, donc proposé par la FAO en 2016, est calculé sur 10 groupes alimentaires. Et dans ces groupes alimentaires, donc, on a le groupe des légumes secs et on a un groupe noix et graines, noix et je sais plus, voilà, dans lequel par contre rentrent tous les produits à base d'arachide. Par contre, le soja, lui, dans ce calcul de score, entre plutôt dans le groupe des légumineuses. Voilà. Donc des fois, c'est pas toujours très clair. Donc c'est pour ça que par la suite de l'exposé, quand je vais parler de légumineuses ou de légumes secs, des fois j'emploie un peu l'un pour l'autre. Mais voilà. Alors. Sous quelle forme c'est consommé les légumineuses? Donc vous connaissez sans doute de nombreux une bonne partie de ces différents plats. Donc en France, évidemment, on s'est consommé beaucoup sous forme de cassoulet. Vous connaissez les lentilles du Puy, consommées souvent avec aussi de la charcuterie. En Inde, c'est beaucoup consommé sous forme. Les lentilles sont beaucoup consommées sous forme de dal. Donc c'est un plat généralement végétarien. Au Brésil, sous forme de feijoada avec de la viande. Vous connaissez aussi le chili con carne, etc. Sur nos terrains d'études, moi je travaille beaucoup avec les pays du Sud et particulièrement en Afrique subsaharienne. On a aussi des formes de consommation très variées. Donc par exemple, le niébé est beaucoup consommé sous forme de beignet. Beignet de niébé, c'est un peu difficile à dire. Au Bénin. En Éthiopie, le plat traditionnel qui est consommé quotidiennement par la population, c'est l'injera, qui est une espèce de galette faite avec des céréales. Et cette injera est consommée avec du shiro, qui est une sauce réalisée avec des légumineuses assez variées. C'est souvent du pois chiche, mais on va voir tout à l'heure qu'il peut y avoir aussi d'autres légumineuses utilisées. Ici, vous avez un plat tunisien qui s'appelle la batoula, consommé beaucoup à Sidi Bouzid, au centre de la Tunisie, élaboré avec 5 types de légumineuses différentes dans ce plat. Et puis la dernière image, c'est du soumbala. En fait, c'est un condiment qui est élaboré à partir de graines de niébé, de néré, pardon, qui est consommé au Burkina Faso, mais en fait, dans toute l'Afrique de l'Ouest, c'est largement consommé. Alors, en ce qui concerne la consommation, Daniel a présenté des données en termes de grammes par jour. Donc moi, c'est un petit peu différent. C'est présenté en kilos par personne et par an. Donc la moyenne mondiale, c'est à peu près 7 kilos par personne et par an, avec des grandes disparités en fonction des régions. Donc on a 4 régions qui sont vraiment des très gros consommateurs. L'Afrique du Nord, l'Asie du Sud, l'Amérique latine et les Caraïbes et l'Afrique subsaharienne. L'Afrique subsaharienne étant le plus gros consommateur, avec environ 13 kilos par personne et par an. Et puis donc, ce que vous voyez en bleu là, ça nous inclut. C'est ROW, c'est The Rest of the World. Et donc nous sommes dans cette partie en Europe, aux États-Unis, au Canada, et avec une consommation extrêmement faible de moins de 3 kilos par personne et par an. Alors la consommation mondiale a vraiment beaucoup diminué depuis à peu près le début du XXe siècle. On a eu donc une très très forte chute jusqu'à peu près les années 60, le milieu des années 60, et puis depuis les années 60, par contre, depuis les années 80, pardon, ça s'est à peu près stabilisé, et on est donc autour de ces 7 kilos par personne et par an. Alors en France,
Au début du XXe siècle, on était à 7 kilos par personne et par an, mais ça s'est complètement effondré, la consommation, pour atteindre en 85 environ 1,4 kg par personne et par an. Donc vous voyez que c'est vraiment extrêmement faible. Au Bénin, en milieu urbain, vous aurez une communication flash cet après-midi d'une doctorante qui est peut-être dans la salle. Donc on a mené une enquête de consommation de légumineuses en milieu urbain, et on voit que la consommation reste extrêmement importante. Mais bon, en milieu urbain, dans ces pays, on a quand même une évolution du régime traditionnel, du régime alimentaire traditionnel vers un régime en transition. Et donc, peut-être, ça peut représenter un risque quand même d'abandon de la consommation de ces légumineuses. Alors, les recommandations nutritionnelles, elles sont de 2 à 3 fois par semaine, donc on l'a vu. Et alors, pourquoi est-ce qu'on en consomme finalement aussi peu? Pourquoi? Parce qu'on commence à le savoir. Ça fait longtemps maintenant qu'on nous recommande de manger des légumineuses, mais on en consomme toujours très peu. Donc, on peut s'interroger sur quels sont les freins à la consommation. Donc, déjà, il y a peut-être une disponibilité insuffisante en fonction des régions du monde, et peut-être en France aussi. Mais en termes de consommation, on peut distinguer 3 freins à la consommation importants. C'est que souvent les légumineuses requièrent un temps de préparation important. Elles ont une faible appétibilité, donc en fait les gens n'ont pas tellement envie d'en manger. Et parfois elles entraînent un inconfort digestif. Alors quels sont les enjeux de l'augmentation de la consommation de légumineuses? Je crois que beaucoup de monde en a parlé depuis hier matin. Donc il y a un enjeu très important sur le plan environnemental, de régénération et de fertilisation des sols pauvres. Il y a aussi un enjeu en termes de substitution des protéines animales par des protéines végétales pour réduire la production de gaz à effet de serre. Et puis on va plus parler des enjeux pour la nutrition et la santé ici. Donc pour les populations à faible revenu en milieu rural qui ont un régime alimentaire peu diversifié et qui est pauvre en produits d'origine animale, on a un vrai enjeu nutritionnel. Également pour les personnes végétariennes, la consommation de légumineuses peut contribuer à un apport protéique adéquat en quantité comme en qualité. Mais dans les sociétés industrialisées ou en transition, où finalement on n'a pas vraiment de problème de qualité des protéines dans notre alimentation, parce qu'on a des régimes alimentaires riches et diversifiés, du coup, l'intérêt des légumineuses sur le plan santé, ça va peut-être être plus de prévenir le surpoids et l'obésité, les maladies chroniques liées à l'alimentation, sous réserve de démontrer tous ces effets, bien entendu. Alors, un aperçu général, ça, il va y avoir un peu d'érodite, de la composition biochimique et nutritionnelle des légumineuses. C'est un aliment très énergétique, par rapport, à peu près aussi énergétique finalement que des céréales, par rapport en tout cas à des aliments de type fruits ou légumes. C'est un aliment riche en protéines, donc on l'a vu, avec quand même des pourcentages de protéines variables en fonction des différentes espèces. C'est un aliment riche en amidons, sauf le soja. Il y a toujours des exceptions en fait dans le groupe des légumineuses. Les glucides des légumineuses ont un faible index glycémique, d'où l'intérêt potentiel dans le cadre du diabète. Elles sont riches en minéraux, en certains minéraux et en vitamine B, dont la vitamine B9, on va y revenir. Elles sont très riches en fibres, ça c'est assez remarquable leur teneur en fibres. Et dans ces fibres, on a 4 à 5% d'alpha-galactosides. Et en fait, ça peut aller beaucoup plus loin en fonction aussi des espèces, jusqu'à 16%. Et elles contiennent de nombreux composés bioactifs et aussi des facteurs antinutritionnels, donc on va y revenir. Alors tout ça, c'est un peu les constantes. Par contre, on a aussi des différences importantes, comme le soulignait Daniel. Les teneurs en lipides peuvent être très variables. Dans le niébé, on a moins de 1% de lipides, donc très très faible. Le pois chiche, on est déjà à 5%. Et dans le soja, on a quand même 20% de lipides, avec en plus une composition intéressante sur le plan de la composition en acides gras essentiels. Et dans le néré aussi, qui est la graine que j'ai présentée là au début, consommée en Afrique de l'Ouest, de Parkia biglobosa. On a aussi le zamné, je sais pas si non.
peut-être je sais pas s'il y a des gens d'Afrique subsaharienne dans la salle. En fait, bon, en plus d'Amné, c'est un nom local au Burkina. Ça correspond aux graines d'Acacia macrostatia qui sont consommées. Ce sont des graines sauvages en fait. Il y a pas mal de légumineuses qui sont consommées, de légumineuses sauvages qui sont consommées dans ces pays. Et donc avec une teneur en lipides aussi assez importante. Et puis donc l'arachide que j'ai remis entre parenthèses, mais qu'on ne considère pas vraiment comme un légume sec, en tout cas avec une teneur en lipides extrêmement élevée. Et donc elles contiennent certains facteurs antinutritionnels, mais surtout certaines espèces, on va le voir, contiennent des composés toxiques très spécifiques. Alors pour les nutriments d'intérêt, je vais passer très très vite puisque là Daniel a tout dit. Juste un tout petit chose un peu qui est un peu spécifique à mes travaux, c'est que c'est ce qui m'a amené à moi à m'intéresser à la valeur nutritionnelle des légumineuses, c'est qu'en fait dans les pays du Sud, la complémentation des protéines de céréales et de légumineuses pour arriver à un bon équilibre en acides aminés essentiels est très utilisée pour la formulation de farine infantile, destinée à l'alimentation des jeunes enfants en complément du lait maternel. Alors en termes de micronutriments, ce sont surtout des sources de vitamine B hydrosoluble, en particulier la vitamine B9, ou qu'on appelle également folate, dont la carence est vraiment un problème de santé publique un peu partout dans le monde, parce qu'en fait on sait que une carence en début de grossesse peut entraîner un risque important de défaut de fermeture du tube neural. Et donc là, par contre, la difficulté, c'est qu'il est vraiment très important d'intervenir avant le début de la grossesse, puisque la fermeture du tube neural intervient en tout début de grossesse, au cours des premiers mois. Donc quand on fait le diagnostic de grossesse, en général, c'est trop tard pour intervenir. Donc on peut penser qu'une approche alimentaire dans ce cadre-là est particulièrement appropriée, d'avoir toujours un apport alimentaire important de folate dans notre alimentation. Ça permet de prévenir ce problème. Le problème avec les folates, c'est vrai que les légumineuses en sont très riches, mais on a quand même des risques importants de perte au cours des procédés de transformation. Avec déjà, les légumineuses, elles sont généralement formulées pour obtenir les plats complets que j'ai présentés en début de cette présentation. Elles sont formulées, et ça entraîne déjà une dilution d'environ 1/3. Ensuite, elles subissent souvent une opération de trempage. On peut avoir une perte par diffusion, et puis ensuite une perte par dégradation thermique ou oxydation pendant la cuisson. Et donc tout ça, ça fait encore une perte de 50%. Donc au total, on peut penser qu'on peut perdre environ, diviser le contenu à peu près par 6 des folates au cours de la transformation. Là, vous avez l'exemple donc de la batoula tunisienne, là le plat à base de 5 légumineuses différentes, dont on a calculé qu'une portion pouvait apporter environ 22% de la référence nutritionnelle pour la population. Donc c'est un petit peu en deçà de ce qu'on espérait. Mais bon, c'est un exemple. Je pense qu'on manque encore beaucoup de données sur les plats, les teneurs en folate des plats tels que consommés, vraiment après transformation jusqu'au bout. Alors, les légumineuses, donc, elles sont riches en vitamine B, on l'a vu. Elles sont riches aussi en minéraux, en fer, en magnésium, en potassium, en calcium et en sélénium particulièrement. Mais ces minéraux présentent souvent une faible biodisponibilité parce qu'ils sont chélatés par de nombreuses molécules inhibitrices donc de l'absorption intestinale, notamment les phytates et aussi les polyphénols. Alors, si on regarde un petit peu ce qui se passe avec le fer, par exemple, notre fer de l'alimentation. Quand l'aliment entre, on le consomme, il n'y a pas toute la partie au-dessus là, mais il arrive au niveau du duodénum, à la sortie de l'estomac. Donc on a du fer alimentaire qui vient des légumineuses, des légumes, de la viande, du poisson, etc. Et donc ce fer, pour pouvoir être absorbé au niveau intestinal, il faut d'abord le libérer de sa matrice. Donc là, on va avoir d'une part du fer non héminique. Oups. Voilà, ici. Donc ça, c'est le fer d'origine végétale, mais il y a aussi une partie du fer de la viande qui est sous forme non héminique. C'est pas tout le fer de la viande qui est sous forme héminique.
Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle la bioaccessibilité, la libération de la matrice. Et puis on a donc du fer héminique qui est donc une partie du fer de la viande et du poisson, etc. Et puis on a du fer qui reste sous forme complexée. Si on n'arrive pas à le libérer de la matrice, on va pas pouvoir l'absorber. Donc celui-là, il va continuer sa route en direction du côlon. Donc le fer non héminique, lui, il est absorbé à hauteur de 5 à 10% en fonction de différents paramètres, de nombreux paramètres qui peuvent jouer. Le fer sous forme ferrique Fe3+, n'est pas absorbable, donc il faut d'abord le réduire sous forme Fe2+, pour qu'il puisse être absorbé par des transporteurs spécifiques au niveau de la membrane de l'entérocyte. Et donc là, il rejoint un pool de fer Fe2+. Et donc le fer, voilà, bon après ce pool-là, une fois que le corps a besoin de fer, c'est l'hepsidine qui régule l'absorption du fer. Donc si on en a besoin, elle va le laisser rentrer. Et par contre, dès qu'on n'en a pas besoin, elle va bloquer le passage. Voilà. Je vais pas trop rentrer dans les détails. Après le fer héminique, lui, donc sous cette forme chimique particulière, donc liée à l'hème, va rentrer par des voies de transport tout à fait spécifiques. C'est pour ça que on a ce taux d'absorption beaucoup plus élevé. Voilà, donc ça c'est la conséquence. Donc c'est pour ça que on a ce fer non héminique, en tout cas d'origine végétale, qui, si on n'arrive pas à le libérer de sa matrice, lui va aller jusqu'au côlon et sans doute être excrété. Alors, la conséquence de ça, c'est que si on regarde, par exemple, la teneur en fer au niveau du produit cru pour le faux filet de bœuf, on est à 2,5 mg pour 100 grammes. Pour les haricots rouges et les lentilles, on est plutôt de l'ordre de 6 mg. Donc beaucoup plus de fer dans les lentilles et les haricots rouges. Sauf que ça, c'est dans les graines sèches. Et qu'il faut les cuire, donc on va absorber pas mal d'eau. Et donc finalement, dans le produit cuit, on se retrouve avec des teneurs à peu près identiques, des teneurs totales, en fer total à peu près identiques. Mais après, si on applique nos fameux coefficients de biodisponibilité de 25% pour la viande et de 5% pour le fer des légumineuses, eh ben, si on calcule les quantités à consommer pour couvrir les besoins, évidemment, on arrive à des quantités tout à fait faisables pour la viande, de l'ordre de 170 pour les hommes et 250 grammes pour les femmes, parce que les besoins pour les femmes sont un peu plus élevés, alors qu'on est de l'ordre de 1 kg finalement pour les légumineuses par jour. Voilà. Bon, pour le magnésium, par contre, vous voyez qu'on a des teneurs beaucoup plus élevées dans les légumineuses que dans le faux filet. Donc, du coup, même après cuisson, on garde des teneurs plus importantes. Et puis, comme on n'a pas de grosse différence de biodisponibilité pour magnésium, finalement, on a besoin de consommer des quantités moindres de légumineuses que de viande pour couvrir 100% de nos besoins. Mais ces quantités restent assez importantes. Alors, on peut essayer de mettre en place des stratégies d'amélioration. Il faut que j'accélère. Ouais. Pour améliorer cette bioaccessibilité, il faut mettre en place des procédés qui dégradent les facteurs chélateurs. Et également, on peut consommer les légumineuses en association avec des produits riches en activateurs, notamment la vitamine C, mais aussi des acides organiques ou des protéines animales, etc. Alors, les facteurs antinutritionnels, donc ça, ce sont vraiment les facteurs dont on doit se débarrasser. Pour le moment, on connaît encore peu d'avantages à la présence de ces facteurs dans les légumineuses, donc notamment les facteurs antitrypsiques, donc qui sont des inhibiteurs des enzymes digestives, protéases et amylases, et qui donc baissent la digestibilité des protéines et de l'amidon. Donc ceux-là, ils sont présents dans toutes les légumineuses. On a également des lectines qui sont des glycoprotéines et qui se fixent sur des glucides spécifiques en modifiant donc la perméabilité intestinale. Et ça alors ça c'est assez dangereux parce que ça entraîne une agglutination des globules rouges. Ça pose un problème surtout dans les haricots rouges quand ils sont mal cuits. Donc on peut avoir des troubles assez sévères. Mais la solution pour ces composés-là, c'est que ce sont des composés thermolabiles. Donc il suffit d'appliquer un traitement thermique suffisant de torréfaction, d'ébullition ou d'étuvage prolongé pour arriver à s'en débarrasser et à éliminer ces problèmes. Dans la gesse, où l'autre nom c'est le pois carré, ou Lathyrus sativus, c'est un très ancien légume sec qui est intéressant parce qu'en fait sa culture est très peu exigeante, à la fois du point de vue de la nature du sol, mais aussi en termes de quantité d'eau. Et cette légumineuse est encore très largement cultivée en Éthiopie et parfois elle est utilisée pour préparer la fameuse sauce à base de légumineuses qui accompagne l'injera.
Alors le problème de cette légumineuse, c'est qu'elle peut contenir le bêta-ODAP, qui est l'abréviation pour désigner un acide aminé spécifique qui a des propriétés neurotoxiques, entraînant une paralysie des jambes. Et donc cette pathologie existe de façon endémique en Éthiopie, donc il faut quand même faire attention à la consommation de cette légumineuse. Mais on peut quand même réduire les teneurs en cet acide aminé par trempage cuisson. Et puis j'ai appris qu'il y avait eu des créations récemment de variétés exemptes par génie génétique, enfin, ou alors plutôt ou par sélection variétale. Nous avons le favisme aussi que vous connaissez peut-être, donc dans les fèves, spécifiques aux fèves, c'est lié à la présence de bêta-glucosides qui sont présents dans les fèves, vicine et convicine. C'était ici qu'on a la sélection de variétés qui sont quasiment exemptes de vicine et convicine. Donc ça peut entraîner des accidents assez graves, mais a priori chez les personnes qui ont un déficit génétique en glucose 6-phosphodéshydrogénase. Voilà. Je vais passer un peu vite. Alors après, on a tout un tas de composés bioactifs qui ne choisissent pas toujours leur camp, comme j'ai voulu l'écrire, parce qu'en fait, effectivement, on leur a attribué beaucoup de valeurs, d'effets antinutritionnels, et puis maintenant, on leur reconnaît aussi des rôles très positifs. Bon, alors les fibres, là, par contre, on sait que c'est très positif, hein. Donc, du coup, on a des glucides ce sont des glucides indigestibles, des fibres sous forme insoluble, soluble, et des alpha-galactosides. Et elles entraînent l'augmentation du volume du bol alimentaire, vous connaissez tout ça. Elles ont un effet régulateur sur le transit, et donc du coup elles jouent un rôle très important, très positif sur le rassasiement et la satiété. Ça peut être une des causes de pourquoi les légumineuses sont intéressantes dans la lutte contre l'obésité et le surpoids. Alors le décortiquage entraîne une diminution des teneurs en fibres solubles. L'apport recommandé en France et dans de nombreux pays du monde, c'est 30 grammes par jour. Et en France, selon l'enquête 1K 2017, on est à 19,6 grammes par jour. Toujours pour mon fameux plat tunisien, là, une portion de ce plat permet de couvrir 60% des besoins. Donc c'est quand même assez important. En ce qui concerne les sucres indigestibles, donc on a, c'est des sucres de degré de polymérisation allant de 3 à 5. Donc c'est constitué d'une molécule de saccharose sur lesquelles viennent se greffer des molécules de galactose. Et en fait, au niveau intestinal, on ne peut absorber que des oses simples. Donc il faut couper toutes ces petites liaisons avant de pouvoir absorber les sucres au niveau intestinal. Et par contre, l'homme n'a pas d'alpha-galactosidase au niveau intestinal. Donc, ils peuvent pas être absorbés au niveau de l'intestin grêle. Et ces composés se retrouvent au niveau du côlon. Et ils font la joie de nombreuses bactéries qui se trouvent au niveau du côlon. Donc, ils jouent à ce moment-là un effet prébiotique, un effet très positif sur le microbiote intestinal, notamment sur les bactéries du genre Bifidus. Mais par contre, quand on a trop de bactéries qui produisent des gaz, ça peut entraîner des problèmes de flatulence et de ballonnement. Donc, il faut trouver le juste équilibre d'apport en ces alpha-galactosides. Et il y a une publication de Martinez-Villaluenga de 2008 qui a proposé une consommation quotidienne de 3 grammes par jour, au-delà duquel la consommation de ces alpha-galactosides pourrait présenter vraiment des problèmes de troubles digestifs. Alors, comment est-ce qu'on peut éliminer les alpha-galactosides dans les légumineuses ? Il y a une technique très ancestrale, c'est le trempage. Donc, avec ce trempage, on peut éliminer une partie par diffusion, mais aussi par hydrolyse enzymatique, par activation d'alpha-galactosidase endogène. Donc, on arrive, par exemple, ici, sur 5 légumineuses différentes, au cours d'un trempage de 16 heures de type traditionnel, on a des pertes de 10 à 40% d'alpha-gal. Et il y a une étude qui a modélisé les effets des conditions opératoires de trempage cuisson et qui a permis, Aurélien Briffaz en a parlé un petit peu hier soir dans sa présentation, et qui permet donc d'éliminer des quantités beaucoup plus importantes, voire la totalité de ces alpha-galactosides. L'intérêt du trempage, c'est que ça permet aussi de réduire le temps de cuisson, donc c'est pas mal. Mais par contre, on a des pertes de composés nutritionnels hydrosolubles également.
Il y a une autre technique qui est peut-être moins connue, qui est une technique plutôt culinaire pour les alpha-galactosides, qui est l'ajout d'épices carminatives. L'effet carminatif étant de favoriser l'expulsion des gaz et de réduire leur volume. Et donc le cumin, la cardamome et le gingembre, qui sont des épices très largement utilisées dans la plupart des plats des populations qui consomment des grandes quantités de légumineuses, notamment en Inde, dans les pays méditerranéens, eh bien, ça peut expliquer. Ouais, je vais dépasser encore. Ouais. Bon, je vais vous parler des phytates, et puis après, je vais passer directement à la conclusion, puisque les autres parties c'était beaucoup plus court. Alors juste les phytates, ça c'est des molécules qui complexent de façon très importante les cations divalents, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, et ils forment également j'ai perdu mon... Voilà. Ils complexent les cations divalents, magnésium, calcium, fer, beaucoup, le zinc énormément, et ils forment des gros complexes avec les protéines et l'amidon. Et donc tout ça, du coup, ça empêche l'absorption au niveau intestinal. Ces composés sont thermostables, on ne peut pas les éliminer par la cuisson. Et donc, ça constitue un problème pour les populations à risque de carence en micronutriments. Donc, pour les dégrader, finalement, la seule manière, c'est de mettre en œuvre des procédés biologiques qui vont permettre d'activer des enzymes, soit des phytases endogènes, soit des phytases exogènes dans le cadre de la fermentation. Ou sinon, on a envisagé d'ajouter des phytases industrielles dans le cadre de produits fortifiés. Puisque ces produits ont vraiment une capacité de chélation, notamment du fer, très très importante. Alors ce qu'on connaît moins, c'est les effets bénéfiques des phytates, puisqu'en fait ils chélatent tous les cations divalents, donc ils chélatent aussi les métaux lourds, le plomb, le cadmium, et peuvent jouer aussi à ce niveau-là une action détoxifiante. Et puis ils peuvent chélater également du fer qui est en excès et qui pourrait jouer un rôle de médiateur dans la formation de radicaux libres. Donc dans ces cas-là, on leur attribue aussi une action antioxydante. Donc on leur a attribué un rôle potentiel vis-à-vis du cancer colorectal, pour ces raisons. Alors voilà, je vais passer beaucoup plus vite sur les polyphénols parce que ça, c'est des composés qui sont également présents dans d'autres produits végétaux. Donc vous connaissez sans doute l'avantage des polyphénols. On a des phytostérols et des phytostanols qui ont des structures proches de celles du cholestérol et par un phénomène de compétition peuvent jouer sur l'absorption du cholestérol et donc avoir un effet hypocholestérolémiant. On a également des saponines dans les légumineuses qui sont des molécules, des hétérosides avec une partie de type sucre auquel vient se lier un aglycone de type apolaire. Ça leur donne un caractère amphiphile qui leur confère des propriétés détergentes et émulsifiantes. Et donc, autrefois, on considérait que vraiment ça, c'était des facteurs antinutritionnels avec des propriétés hémolytiques. Mais maintenant, on leur trouve également des effets anti-inflammatoires, hypoglycémiants, hypocholestérolémiants, etc. En conclusion, donc du coup, on voit que ces légumes secs sont riches en de nombreux composés bioactifs qui ont été très longtemps considérés comme des facteurs antinutritionnels dans des contextes de régime alimentaire peu diversifiés. Mais maintenant, on reconsidère de plus en plus dans les populations qui ont plutôt une alimentation un peu trop riche et diversifiée. On considère que certains de ces fans ont vraiment des activités plutôt bénéfiques. L'intérêt pour la santé des légumes secs vraiment est connu dans le monde entier. Il y a des enquêtes qui ont été menées dans différents pays qui montrent que les gens savent. Bon, ils savent pas toujours pourquoi, mais ils savent que globalement c'est bon pour la santé. Mais on est toujours face à finalement les populations n'augmentent pas, ceux qui en consomment peu n'augmentent pas leur consommation. Donc on est face à deux types de situations. Il faudrait réhabiliter leur consommation au sein des populations qui en consomment très très peu et qui ont ces régimes riches et diversifiés plutôt pour prévenir le surpoids et l'obésité. Mais il faut aussi veiller à maintenir leur consommation dans des populations qui sont en phase de transition, de première transition alimentaire, comme le disait Marie-Jo, dans les pays du Sud où il subsiste pour le moment, en tout cas, une forte tradition de consommation de ces légumineuses. Donc, en termes de recommandations, il faut vraiment continuer à promouvoir la consommation des légumineuses et éduquer les populations dans ce sens, mais aussi rechercher des procédés innovants pour développer des produits avec une forte appétibilité, rapide à préparer et qui n'entraîneraient que peu de troubles digestifs, mais tout ça sans compromettre leur intérêt nutrition santé, c'est-à-dire sans éliminer la totalité des composés bioactifs qu'ils contiennent. Je vous remercie.
Tu restes là, toi. Donc, je vous propose de prendre, le temps étant assez court, 2 questions. Bon, alors une pour Daniel, une pour Claire. Laurent. Je passe le... Ouais, mais non. On va lui donner. Merci. Oui, Monsieur Spanghero. Donc, l'utrinate. Vous avez bien sûr évoqué la biodisponibilité du fer, très important surtout pour l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes en contact avec des gens qui s'intéressent à nos procédés, mais vous n'avez pas aujourd'hui, enfin, il n'y a pas dans la littérature les différents procédés qui peuvent être utilisés pour accélérer cette biodisponibilité. Je voulais savoir si le fait, bon, en ce qui me concerne, je fais germer les graines de légumineuses, on me dit que ça favorise, ça libère le fer, mais je ne sais pas quel pourcentage de fer est libéré grâce à la germination. Et la deuxième question, simplement, il y a une différence entre la cuisson, vous parlez de cuisson en permanence, la cuisson ça peut être plus de 100 degrés, nous avons souhaité l'étuvage, mais on fait ça au doigt mouillé, on ne sait pas s'il faut étuver à 60 degrés, 70, 50, et ce sont 2 points importants pour être plus performant. Voilà, merci. Voilà, sur la première question, sur le fer, il y a quand même énormément de travaux qui montrent des effets. Alors, mais bon, votre question portait plus spécifiquement sur l'effet de la germination. Bon, la germination, après, tout dépend des conditions de germination, tout dépend des espèces. Donc, on peut mais après, on peut regarder l'évolution des teneurs en inhibiteurs de l'absorption du fer. Donc, par exemple, si vous regardez l'évolution des teneurs en phytate au cours de la germination, dans certains cas, ça diminue beaucoup. Dans d'autres cas, en fonction des espèces, ça diminue pas. Ça dépend justement de la puissance des phytases endogènes qui existent dans la graine. Donc c'est très variable. C'est difficile d'avoir une réponse. Je pense que c'est à chacun de mettre au point ses conditions opératoires pour ça. Bon, après, le problème, c'est que les phytates sont pas le seul inhibiteur. Les polyphénols sont également très inhibiteurs. Donc c'est assez complexe, quoi. Et c'est vrai qu'il y a eu énormément de tentatives pour améliorer la biodisponibilité du fer et d'autres minéraux dans les légumineuses. Mais finalement, c'est pas toujours très concluant d'arriver à... Parce que les phytates, il suffit pas de les diviser par 2. Hein. Il y a une publication qui montre qu'il faut éliminer 99% des phytates pour espérer avoir un effet positif sur l'absorption du fer. Donc il faut tout dégrader. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Et la deuxième question, du coup, je l'ai avalée. L'étuvage. Oui, l'étuvage. Là, pour répondre, je dirais tout dépend de votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez faire avec l'étuvage ? Si vous voulez avoir une cuisson... Ouais, c'est la rétention, en fait. Ouais. C'est les facteurs de rétention des vitamines. Oui. Donc, là aussi, ça va énormément dépendre de vos conditions opératoires. Énormément dépendre. Oui, mais la réponse, elle n'est pas unique. Il doit y avoir au moins 200 réponses différentes. Alors, une autre question, avant de passer à la... Toi, t'en as une. Allez, on va... Toi, t'en as une, mais je te la laisse pour la fin. La question que j'ai en tête, c'est aussi pour Claire. Donc, si l'autre est pour Daniel, peut-être je vais laisser l'autre question. Ma question, c'est le hamburger de Niébé. C'est une nutritionniste sénégalaise qui nous avait fait un exposé, nous a expliqué qu'il y avait une success story, une histoire à succès, au Burkina Faso sur les légumineuses. C'est les dames qui font la cuisson dans la rue et qui, paraît-il, sont en augmentation exponentielle du fait de l'exode rural et l'explosion de l'urbanisation, de la nutrition à bas coût dans Dakar, Burkina, enfin bref. Elles ont mis au point, nous a-t-elle dit, un hamburger à base de niébé qui ferait gros succès. Alors évidemment, avec l'aventure qu'on a eue hier avec le VEG, ça m'évoque quand même, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça représente une telle ampleur ? Ça a représenté, nous a-t-elle dit, au niveau Burkina Faso, une ampleur telle que ça crée un marché pour le niébé des agriculteurs qui généralement l'utilisent pour l'autoconsommation. Et là, ça aurait créé une source de revenus au Burkina Faso. Alors malheureusement, je connais pas du tout. Je connais pas cette expérience. Par contre, bon, c'est quand même dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, on a de toute façon des transformatrices de rue
des restauratrices de rue qui préparent des plats qu'on peut acheter sous forme prête à consommer à tous les coins de rue. Ça, c'est vrai, il y en a beaucoup. Alors, je connais pas cette histoire du hamburger, mais il y a le beignet de niébé que je présentais au Bénin, qui est du niébé finalement sous forme d'un petit snack assez facile à consommer. Ça existe dans de très nombreux pays d'Afrique. Lorraine Akisoé en parlera un tout petit peu cet après-midi. En fait, on avait fait nous, un travail sur le niébé justement au Burkina avec des étudiants. Et alors c'est vrai, mais alors c'est quand même assez marginal comme problème. Mais alors ça crée une concurrence sur le niébé entre l'autoconsommation et la vente du niébé comme source de revenus. Donc c'est pas obligatoirement positif, quoi. Enfin bon. Non, mais c'est toujours un peu comme ça, quoi. On va donner la parole à Marie Benoît qui a une petite question courte pour toi. Oui, Daniel. Je me demandais en quoi les scores de qualité des protéines changeaient si c'est possible de les évaluer sur les associations céréales légumineuses. Est-ce que c'est possible d'évaluer ces scores sur cette association? C'est fait pour ça même. Faut savoir que le débat sur les scores, c'est parce que ensuite, pour des raisons de qualité et des raisons économiques de comparaison des qualités des différents ingrédients, les industriels ont été amenés à utiliser des scores. Mais à l'origine, les scores qu'on a fait à l'OMS et à la FAO, c'est sur les régimes. C'est-à-dire qu'on regarde la composition du régime, on a calculé cette protéine de référence, qui est une protéine théorique, dont la composition doit satisfaire les besoins à la fois en protéines et en chaque acide aminé indispensable, et on compare sur le régime, quoi. Et raison pour laquelle ces scores sont limités à 100%, avec l'idée que quand le besoin est satisfait, on n'a pas besoin de plus, quoi. Bon, je crois qu'on va clôturer cette session de nutrition humaine. Donc, je voudrais remercier Claire et Daniel pour leur excellente présentation et